Voilà donc de retour sur ce plateau après donc cette page sportive consacrée au mondial. Nous poursuivons l'émission avec la grève annoncée des greffiers de Guinée. L'association des greffiers de Guinée, nous apprenons déjà qu'il y a division au sein du groupe. On va le savoir avec notre invité sur ce plateau, mais il faut retenir que Kaba Traoré 1, Tamba Wendeno, Arafan Diané, Jean Bongono et Mamadou Dian Baldé sont tous suspendus par le ministère de la Justice. Est-ce que la suspension annoncée de ces greffiers est fondée? On va le savoir avec notre invité, M. Tamba Wendeno, qui fait partie des personnes suspendues. La grève, elle continue ou pas? La grève continue. La grève continue et c'est là, je peux vous le garantir, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc, on constate la paralysie des juridictions. Et déjà, il faudrait qu'on s'entende. Parlons de la suspension notamment, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez en grève, qui est un droit légitime, et qu'on vous suspende. On ne comprend pas. Bon, franchement, parce que la loi est claire. Donc, on ne peut suspendre un fonctionnaire en République de Guinée pour deux choses seulement. Soit pour manquement à ses obligations professionnelles, ou lorsqu'il est poursuivi devant, n'est-ce pas, les tribunaux de droit commun pour avoir commis une infraction. Donc là, on peut le suspendre. Donc le ministre de la Justice peut, n'est-ce pas, suspendre. Mais dans ce cas de figure, on voit que ces deux points n'ont pas été respectés. Donc les greffiers sont, n'est-ce pas, en plein exercice de leurs droits. Ils demandent, n'est-ce pas, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail qui sont reconnus par sur le statut particulier, donc qui a été signé le 3 août 2016 par le président de la République. Donc on ne comprend pas. On peut dire que c'est un acte d'intimidation. Un abus d'autorité. Oui, justement un abus d'autorité. Parce que l'acte n'a pas été pris, n'est-ce pas, selon les conditions indiquées. Mais jusqu'à votre suspension, c'était quoi la nature de la grève? Est-ce qu'il y a eu réussite? C'était quoi le caractère? Et ensuite, quel bilan vous avez tiré de votre mouvement? Oui, très bien. Depuis le 8, la grève a été observée. Donc, franchement, par... Elle se passait comment? Vous restiez à la maison? Voilà, donc faisiez la la grève... non, la grève, c'est que tout le monde reste à la maison. Tout le monde reste à la maison, donc il n'y a pas de travail. Et c'est là, n'est-ce pas, a une influence sur les activités de la justice. Donc nous ne pouvons pas empêcher les autres travailleurs de venir à la justice, comme les magistrats, comme les avocats, les huissiers et autres là. Mais s'ils ne sont pas là, il y a certaines activités à la justice qui sont bloquées. Donc, par exemple, il y a les audiences, parce que le greffier fait partie, n'est-ce pas, de la composition du tribunal ou de la cour. Donc si le greffier n'est pas là, on ne peut pas tenir une audience. Ensuite, donc depuis cette grève, il n'y a pas d'audience? Donc depuis cette grève, il n'y a pas d'audience. Vous êtes combien au total? Il y a la question de représentativité, donc qui impose la légitimité de votre grève. On a vu une autre partie qui a fait une sortie médiatique pour dire que vous n'êtes non seulement pas représentatif, parce que votre mouvement ne draine pas l'ensemble des greffiers, mais en même temps, la démarche, selon eux, elle est illégale, tout simplement. Bon, pour répondre à cette question, c'est très simple. Vous savez, une association est régie par les textes des lois. Donc, on ne peut pas se fonder sur des supputations comme ça pour inventer des choses. Parce que déjà, l'arrêté d'agrément de l'association des jeunes et de l'association des greffiers de Guinée, l'arrêté du des jeunes greffiers ou des greffiers? Non, des greffiers. Parce que l'association des jeunes greffiers, franchement, le département a mis le pied sur ça. On a tout fait pour que, c'est-à-dire, on puisse avoir l'agrément, mais impossible. Des greffiers. Voilà. Est-ce que ça renferme tous les greffiers de Guinée? Maintenant, l'association des greffiers de Guinée, ça c'est la première association qui avait été créée depuis le 22 juin 2014, donc suivant l'arrêté d'agrément numéro 3192. Est-ce que c'est celui-ci qui est en grève? Mais déjà, l'article 2 de l'agrément stipule clairement que si, avant 6 mois, s'il n'y a pas une demande de renouvellement de l'agrément, ça veut dire que l'agrément va expirer. Et si ça expire, ça entraîne des conséquences. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'association. Donc, nous sommes dans ce cas de figure. Donc, l'agrément a expiré. Donc, l'agrément a expiré et même l'association n'existe pas. Donc,
Actuellement, les greffiers n'ont pas d'association. Donc, si quelqu'un se lève pour dire que bon, il est président de telle association des greffiers de Guinée, c'est faux. Vous faites votre grève en quelle qualité? En termes de légitimité Parce que aussi. ce que nous apprenons, c'est que c'est l'association des greffiers. Oui. Très bien. Maintenant, nous sommes des juristes. Donc, on ne peut pas faire des choses sans respecter. Parce que vous le faites sous l'appellation association des greffiers. Non, on ne fait pas sous l'appellation des associations. C'est en quelle qualité? Très bien. Donc, vous savez, il y a le droit de représentativité. Donc nous avons, n'est-ce pas, exercé le droit constitutionnel qui est la Constitution, qui est le droit de pétition. Donc ça, c'est un droit constitutionnel. Donc nous sommes partis maintenant vers les greffiers parce qu'il n'y a plus d'association. Donc nous avons dit aux greffiers, attention, une pétition. Justement, nous avons fait signer une pétition qui demande, n'est-ce pas, aux autorités d'appliquer le statut particulier des greffiers. Sinon, nous allons en grève. Par combien de personnes? Et déjà, sur 140 greffiers dans le pays, 92 ont signé la pétition. Donc, ça veut dire que nous avons la légitimité. Les greffiers nous ont donné leur mandat en signant pour nous donner leur mandat. Donc, nous pouvons parler au nom des greffiers. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les signataires de cette pétition font partie de la grève? Est-ce qu'ils suivent le mot d'ordre de grève? Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a eu d'autres qui sont ajoutés. Donc, aujourd'hui, nous sommes 100 greffiers sur 140. Il y a 100 greffiers aujourd'hui qui observent à la lettre la grève. Et c'est quoi la démarche adoptée désormais pour répondre à cette suspension et qui vous est adressée? Donc, quand nous avons reçu, n'est-ce pas, l'appel pour se rendre pour les négociations au département, nous avons été reçus par le secrétaire général. Bon, arrivé, il nous a salués. Après, il a dit, n'est-ce pas, à M. Banyou Doumbouya de nous tendre chacun sa copie. De son arrêté de suspension. Donc, quand nous avons vu ça, et ils disent qu'il n'y a pas de parole ni rien, donc maintenant le secrétaire général a levé la science, on a dit qu'il n'y a pas de problème, donc nous sommes sortis. Parce que nous étions vraiment abasourdis de constater cela. Parce que quand vous prenez l'arrêté vraiment indique aussi des textes de loi qui sont abrogés, mais qui ne sont plus, n'est-ce pas, en vigueur. Donc on ne comprend pas, on a dit... Et quelle est la démarche que vous avez adoptée désormais pour répondre à cela? À la sortie, directement nous avons réfléchi, n'est-ce pas, à la démarche judiciaire, parce que nous sommes dans un état de droit, et il y a des recours pour ça. Donc on a dit ça c'est un abus d'autorité, il faut qu'on annule purement et simplement ces actes illégaux qui viennent d'être posés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc nous avons constitué un avocat, maître Salifou Biabougui. Donc c'est notre avocat et il y a d'autres aussi qui, n'est-ce pas, viennent pour aider. Donc en quelque sorte, on a mis un pool d'avocats pour vraiment intenter cette action administrative au niveau de la Cour suprême. Voilà qui est compris. On va prendre l'avis des journalistes ici présents sur ce plateau. Mamadou Ouri Diallo, ça fait quand même beaucoup de soucis au ministère de la Justice. Il n'y a pas longtemps, nous parlions de cette grève ou encore ce mouvement du côté des gardes pénitentiaires. Aujourd'hui, ce sont les greffiers qui sont en grève. De quel œil vous percevez tout ça? Bon, si on nous dit que les greffiers constituent le corps de l'appareil judiciaire qui se tape 90% du boulot administratif dans nos instances juridictionnelles et que cette entité-là vienne à demander une amélioration de ses conditions de travail et de vie, étant donné que le corps des magistrats aussi, si je ne me trompe, a bénéficié d'un statut particulier qui a considérablement amélioré leurs conditions salariales et qui pouvaient les mettre à l'abri des tentations de corruption ou de ceci et cela. Je pense qu'aujourd'hui, les magistrats sont satisfaits de leur traitement, même si l'homme est toujours un éternel insatisfait. Mais quand même, ils bénéficient aujourd'hui d'un traitement assez appréciable. Donc, eux, ils veulent avoir à peu près la même chose, ou peut-être, en tout cas, un traitement digne de nom. Il se trouve, selon ce qu'il nous a montré, que le président de la République a signé un statut particulier en 2016 des greffiers. 2016, 2017, nous sommes en 2018. Pourquoi ce statut particulier qui a été signé par le président n'est pas appliqué? Moi, c'est ça ma question. Deuxièmement, pourquoi il n'est pas vulgarisé? Et il se trouve qu'entre-temps, si le statut a été signé, c'est qu'en conséquence, les améliorations de traitement prévues ont été, en termes de finances, décaissées peut-être par le budget national. Où est parti tout cet argent? Si depuis 2016 jusqu'à maintenant, il y a eu augmentation prévue, peut-être décaissée, et qu'eux, ils n'ont pas reçu, je pense que le ministre Cheikh Sako a besoin de donner des explications sur cet état de fait-là.
Il est sorti peut-être fort de sa confirmation, il ne veut aucune contestation et il va précipitamment sanctionner ceux-là qui sont les signataires de ce mot d'ordre de grève. Je pense qu'au lieu d'aller à l'affront, c'était mieux de les recevoir. Surtout que je pense que la procédure demande cela en la matière. S'il y a des gens qui contestent, qui grèvent, vous les recevez en contradiction, ils s'expliquent. Si ce qu'ils avancent comme mot d'ordre de grève ou plateforme ne tient pas, vous pouvez les sanctionner. Mais je pense qu'il semble avoir brisé toutes ces étapes-là. Je parle sous le contrôle en tout cas des juristes en la matière pour sanctionner directement les mineurs. Est-ce que pour vous, par cette action, le ministre Cheikh Sako a tendance à subir le syndrome de l'éducation? Parce qu'on se rappelle encore de ce mouvement de grève qui avait lieu à l'éducation. Non. On avait tendance à minimiser, non, on avait tendance à diaboliser l'adversaire en face, et finalement, les syndicalistes ont fini par triompher. Oui, le ministre... C'est le même état de fait. Le ministre Cheikh Sako du fameux barreau de Montpellier, comme on le dit souvent, s'est tropicalisé depuis très longtemps. Je veux dire qu'il adopte les démarches à la guinéenne souvent pour résoudre les crises, ce qui nous amène, au lieu de nous amener vers la solution, nous amène vers l'aggravation des crises. Et je pense que peut-être que cette situation devrait attirer l'attention du président de la République. Peut-être que pour le président de la République, il a signé le statut particulier, il est en train d'être appliqué, alors que c'est le contraire. Ça pourrait attirer son attention pour que lui, le président, interpelle le ministre Cheikh Sako afin qu'il lui donne des explications, parce que non seulement eux, les greffiers, ont besoin d'explications, mais la population elle-même en a besoin. Parce qu'on doit savoir si on a prévu qu'il y ait au moins 5 milliards d'augmentation sur l'ensemble des salariés greffiers et que cela est déboursé depuis 2016, qu'eux, ils n'ont pas reçu. Où est parti notre argent là? Nous-mêmes, on a besoin de savoir. Alors, Aboulaye Ba, est-ce qu'on va dire, au regard de l'impact de cette grève sur l'appareil juridictionnel de notre pays, est-ce qu'on va dire que Cheikh Sako ne mesure pas l'ampleur de cette grève? Moi, je me suis intéressé à cette grève depuis que le préavis de grève a été lancé. Parce qu'on a eu l'un des porte-paroles, j'ai échangé avec eux, je me suis dirigé encore vers le ministère de la Justice. Mais ma compréhension, c'est quoi? C'est que les greffiers ne disent pas, et ce que le ministre de la Justice ne dit pas, c'est très simple. Et ça, si en tout cas les informations que j'ai se confirment, ça permettrait d'expliquer le fond du problème. De mieux clarifier les choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, les greffiers sont partis d'où? Ils sont partis du fait que quand vous prenez par exemple un magistrat débutant, il a 8 millions de francs guinéens. Et puis après, au fur et à mesure que il y a l'ancienneté, et puis vous touchez jusqu'à 14 millions de francs guinéens pour par exemple ceux qui sont à la Cour suprême. Alors, eux, greffiers, ils touchent 2 millions, et voire jusqu'à 2,5 millions pour vraiment les anciens. Donc ils se disent que vous augmentez le salaire des magistrats à 8 millions, eux ils sont auxiliaires des magistrats et ils ont un salaire dérisoire. Ça c'est un premier aspect. Et en termes de volume de travail, et en termes de volume de travail, c'est vrai, ils abattent le gros boulot. Donc ils se sont dit à un moment donné, voilà, on va penser à notre situation. Et Dieu aidant, le président Alpha Condé a signé leur statut en 2016. Alors, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez le budget du ministère de la Justice, vous verrez par exemple la ligne, vous prenez par exemple dans le budget 2017, vous voyez le salaire de tous les fonctionnaires du département. En 2017, si je ne me trompe bien, c'était à 17 milliards de francs guinéens et quelques pour le salaire de tous les fonctionnaires. Alors, en 2018, ces montants augmentent à 22 milliards. Donc, il y a un gap de 5 milliards. Alors, les greffiers se posent la question, est-ce que entre-temps, il y a eu recrutement? On vous dit non, d'après les informations qu'ils ont, il n'y a pas eu de recrutement. Est-ce qu'il y a eu augmentation de salaire pour l'ensemble des fonctionnaires du ministère de la Justice? On vous dit non. Alors, les gens se posent la question. Où sont passés les 5 milliards? Je pense que... Ils doivent servir à quoi ces 5 milliards? Voilà, les 5 milliards là. Eux,
d'après le statut, c'est des primes, je crois, de logement, des primes de transport, tout ça, c'est ce qu'ils demandent. Mais est-ce que c'était destiné aux greffiers, justement? Non, ce n'est pas destiné. Ce n'est pas indiqué aussi que ça pourrait être destiné à ça. ça. Pourrait, ce ne sont que des supputations, mais ce n'est pas défini. Non, ça ne veut pas Ça dire leur est destiné. ça veut pas dire en que... face. Non, je ne dis pas que les 5 milliards, Ouais. c'est pour les greffiers. Voilà. Mais moi, je pars, c'est-à-dire, je cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé, par exemple, les greffiers à s'interroger, à se mobiliser. Mais C'est puisqu'il pas est que- sur le plateau Tamba, est-ce que vous le confirmez? Est-ce que ce sont ces 5 milliards de gap qui vous ont amené à aller en grève? Bon, ça fait partie, n'est-ce pas, de nos mobiles pour aller en grève. Parce que effectivement, si vous prenez la loi des finances, bon, ce qu'ils ont expliqué, c'est effectivement comme ça, il y a eu augmentation. Et bon, Mais vous savez, est-ce que cette augmentation-là vous était destinée? Est-ce que les 5 milliards tels qu'indiqués étaient mis pour les greffiers? bon, franchement, c'est ça que nous voulons savoir. Parce que nous voulons avoir vraiment des informations. Mais est-ce que pour le savoir, il faut aller en crédibles. grève? Non, pour le savoir, il ne faut pas aller en grève. On a demandé. Donc, on a demandé, n'est-ce pas, les chefs. Dans un premier temps. Voilà, c'est ça, dans un Est-ce que premier ça temps. fait Donc, partie les de responsables. vos revendications? Bon, c'est que nos revendications, c'est pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Mais si on remarque vraiment une augmentation, parce que vous savez que sur la ligne, c'est-à-dire sur rémunération fonctionnaire, c'est une ligne qui est toujours épongeable. Est-ce qu'on peut donc, quand c'est prévu, on doit éponger. Est-ce qu'on peut? C'est pas Surtout comme que le statut Mais est signé. Voilà. vous n'êtes pas les seuls fonctionnaires au ministère de la surtout- Justice. C'est pourquoi c'est vous qui levez le lièvre à ce niveau-là. Parce que les magistrats ne disent rien. Ce sont les greffiers qui se lèvent pour dire Ah, mais oui, qu'est-ce que les il y a magistrats vont dire 5 à ça? milliards vous savez que d'augmentation. bon, Nous voulons vous savez, comprendre. bon, Ils vous sont savez dans le que beurre, bon, les magistrats, eux, bon, depuis 2014, sur leur statut particulier, sont appliqués. Donc, franchement, si vous prenez 2014, 2015, 2016, maintenant, si on trouve, n'est-ce pas, à partir de 2017, parce que pour nous, ça a été signé en 2016. Donc, si à partir de 2017, on voit déjà des augmentations sur la ligne sur rémunération fonctionnaire au niveau de la justice, donc on doit se poser des questions sérieuses. D'accord. Par Il y a rapport à eu tout une ça. assemblée générale récemment de votre corporation et à voir ce que j'ai entendu, vous continuez la grève. Et quels sont les arguments avancés et jusqu'où vous êtes prêt à aller? En tout cas, nous C'est continuons. quoi la condition pour lever le mot d'ordre de grève? Bon, nous continuons la grève jusqu'à nouvel ordre parce que déjà, nous avons cessé toute négociation. Actuellement, toute négociation, vraiment. Je trouve que vous aussi, vous êtes on n'est suspendu plus jusqu'à sur nouvel la ordre. possible. Oui, justement. Est-ce que vous êtes nous habilité sommes suspendus jusqu'à justement, nouvel ordre. Ouais. Donc, nous sommes prêts à aller, n'est-ce pas, jusqu'à ce que les points de revendication soient totalement satisfaits. Bon, qui est, n'est-ce pas, d'abord le premier point qui est le paiement des indemnités et primes. Donc ces indemnités et primes sont prévues par notre statut particulier. Donc il y a sur l'indemnité de logement, l'indemnité de transport, la prime de fonction et la prime d'audience. Donc nous sommes des fonctionnaires. Normalement, l'horaire au niveau de la fonction publique, c'est de 8h à 16h. Donc 8h, 16h. Et nous tenons des audiences des fois jusqu'à 20h, des fois jusqu'à 22h. Donc on doit nous payer ces primes d'audience. Parce que si on s'en tient, n'est-ce pas, à ce que la fonction publique dit, 8h, 16h, il y aura dysfonctionnement au niveau de la justice. Il y aura dysfonctionnement au niveau de toutes les juridictions du pays. Ensuite, il y a, n'est-ce pas, chose, c'est que, n'est-ce pas, l'État veut que nous soyons, n'est-ce pas, à sa disposition entière. Donc même dans notre statut particulier, il est interdit, n'est-ce pas, à un greffier de faire des activités lucratives pour avoir de l'argent. Voilà, parallèle. Donc c'est interdit. Nous devons être à la disposition entière de l'État. Donc nous aussi, nous tournons vers l'État pour, n'est-ce pas, nous prendre en charge. Et si ce n'est pas trop donc c'est pour cela qu'il y a l'indemnité de greffier, logement. par exemple. Bon, actuellement, un greffier, bon, par exemple, moi, je suis payé, n'est-ce pas, chose 1,5 million. C'est-à-dire, dès que vous commencez, chose 1,5 million. Donc, ensuite, avec l'évolution, vous partez jusqu'à 2,5 millions, c'est-à-dire les doyens. Et vous l'êtes payé à combien désormais? Bon, ça, c'est purement technique. C'est, n'est-ce pas, sur les techniciens du budget. D'accord. Est-ce que dans cette suspension, c'est inclus le salaire? Est-ce que le salaire également est suspendu? Bon, justement, c'est ça que nous ne comprenons pas parce que notre statut particulier, n'est-ce pas, a prévu aussi dans l'arrêté de suspension chose de prévoir aussi cette rubrique. Donc vraiment, c'est dans la précipitation. Nous suivons de très près ce dossier de la grève des greffiers de Guinée. En tout cas, courage à vous, M. Tamba Wendeno. Nous vous suivons de très près avec, bien sûr, quelques éléments de reportage et autres émissions dans lesquelles
vous aurez la parole pour humblement expliquer aux citoyens ce qui ne va pas. Alors, on poursuit l'émission avec cette fois-ci le cas de la forêt d'Érite dans la préfecture de Lola, plus précisément dans Zo et Tunkarata. C'est à quelques kilomètres de la préfecture de Lola. Bonsoir à vous, monsieur Joseph CCTA. Bonsoir, monsieur. Vous nous venez de Lola où on nous apprend qu'il y a des risques d'affrontement entre Guinéens et Ivoiriens. Il y a une forêt qui aurait été détournée par des communautés qui n'y étaient pas avant. Merci, mon cher ami. Cette forêt, elle était dense en 92. Il y avait des espèces vraiment... Cette forêt était très riche en matière de faune, de fleurs. Mais il faut le comprendre que la destruction de cette forêt, il ne faut pas qu'on accuse les populations. Ce sont les deux États. D'accord? Parce qu'une forêt classée, normalement, elle est interdite de pénétrer là-dedans. Cependant, vers le côté... Elle était classée au départ? Elle est le prolongement de la forêt classée de Tiapleu. Okay. On ne me parle pas de cette forêt, c'est moi qui parle aux gens. Tiapleu qui est en Côte d'Ivoire. Tiapleu, Côte d'Ivoire. On ne me parle pas de cette forêt parce que je fais partie de la zone. D'accord? Donc, parfois, quand je suis venu à Conakry, j'ai reçu des informations. J'ai même dit aux gens, si vous consommez cette information, vous risquez de faire du mal aux gens. Information? Bon, c'est une zone où il y a des rebelles qui sont en train de se former pour attaquer la Guinée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rebelles à quelque part pour se former. Je ne connais pas. D'accord? Mais si vous rentrez dans cette forêt, voir ces populations qui sont là et voir le travail qu'ils sont en train de faire, je pense bien que tu auras une idée pour dire quoi. Franchement, ça ne veulent pas entendre le mot guerre. Qu'est-ce que font ces populations? Ces populations, depuis les ouvertures par des exploitations forestières, en Côte d'Ivoire, c'était Tanri, la société Tanri, qui a été empêchée en 1995 par les autorités guinéennes. Et les ouvertures ont donné accès à la population ivoirienne d'y s'installer. Alors, moi, j'ai participé à des missions de déguerpissement du côté ivoirien. D'accord? Mais il n'y a pas eu de suivi. Et au lieu qu'on continue à protéger... Le déguerpissement de la zone guinéenne de la zone cette ivoirienne. Forêt appartient à l'État guinéen. Okay. D'accord? C'est une superficie de 8920 hectares. D'accord. Okay? J'ai bien dit que c'est le prolongement de la forêt classée de Tiapleu. Normalement, elle doit être dans les massifs de Monimba. Okay? Il y avait des procédures pour pouvoir protéger cette forêt. Il ne se restait que faire des routes là-dedans, mettre des PA et interdire la pénétration en population. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont autorisé, côté guinéen, en 1999, la société Valorus pour y exploiter. Et le bois. Bien qu'aux abords, il y avait déjà quelques personnes résidant là, mais les ouvertures ont donné plus accès à la population d'y rentrer en quantité. Mais la population guinéenne et ivoirienne. D'accord? Et au fur et à mesure que les choses évoluaient, les autorités guinéennes procédaient à des déguerpissements. En 2004, ils ont même brûlé des campements de certains citoyens. En ce sens, vous mettez maintenant un PA pour le suivi total. D'accord? Mais quand ils font ça, ils se retirent. Et les campements brûlés aujourd'hui sont pour les Ivoiriens. Ça veut dire, au fur et à mesure que les gars déguerpissaient les Guinéens, les Ivoiriens progressaient. Il fallait totalement les empêcher à ne pas s'installer. Parce qu'il y avait toutes les mesures qu'il fallait prendre pour empêcher l'installation de ces gens-là. Mais aujourd'hui, il faut voir leur réalisation. Peu de Guinéens sont là-dedans en train de les copier. Parce que... En termes de réalisation, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Est-ce des plantations? Des plantations à perte de vue. Des plantations, des cacao, d'autres donnent, d'autres sont en voie, ainsi de suite. Dans quel village exactement? Non, pas de village là-dedans. Le village qui est là, c'est un nouveau village qui a commencé en 1999, où était installé un Guinéen du nom de Boutina. Et ce Boutina fut déguerpi. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont récupéré cette place. Il y a même une école de 2 classes. J'ai signalé ça il y a un peu longtemps, mais il n'y avait jamais eu de prise de décision par rapport à ça. Maintenant, cette forêt est devenue une chasse gardée des autorités, des hommes en uniforme des 2 États. D'accord. Pour ne pas tous les accuser, ce sont des inconscients qui le font. Vous avez vu la tuerie de Simon Pierre Thia le 19 mars 2018. Oui. Lui, il a été tué le 10, comment j'appelle ça là, le 10 octobre 2012. Et celui qui a tué ce monsieur est en liberté.
Mais c'est quelle façon de vie ça? Simon Pierre Tia, qui l'a tué? C'est un soldat guinéen. Un garde forestier. Non, pas un garde forestier. Les gardes forestiers n'ont pas d'armes. C'est un soldat guinéen qui était détaché auprès de la société West Africa qui réside à Burata. Un gendarme. Un militaire. D'accord. Et il est rentré là un samedi parce qu'il n'avait pas de quoi faire. Il est rentré là, commencé à prendre le téléphone des gens, commencé à récupérer les poulets des gens. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Donc les corps habillés de ce côté imposent leur dictat. Mais naturellement. Et finalement, c'est Simon Pierre qui tombe sur le coup. Vous voyez un peu. Donc, cela a voulu... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y a des risques d'affrontement? Et qu'est-ce que vous préconisez? Il y a plein de risques. Surtout la descente du drapeau ivoirien dans le village. Les Ivoiriens ont coupé le pont qui liait l'autre rive à l'autre rive. Je ne parle pas de la limite. D'accord? Donc, quand ils ont coupé le pont, ça veut dire qu'il y a une position qui est déjà prise. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, ma réflexion, c'est quoi? Il faut que cette population soit vachement sensibilisée sur le vivre en commun, sur le vivre ensemble. Est-ce que la frontière, elle est loin? Non. Écoutez, si on parle de la frontière, ça veut dire que c'est accepté de tous les deux pays. Mais c'est parce que, quelque part, les gens murmurent la frontière, personne ne va dire que voilà la frontière. On dit que la forêt a été classée en 18 000... Il parle de là. Il n'y a pas un endroit précis pour indiquer la délimitation. On dit que c'est ici la frontière. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il faut matérialiser la Voyez un peu. frontière. La rencontre de Feu Sékou Touré et Feu Houphouët-Boigny à Gouaïla a créé le début de ce conflit. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils se sont salués là, il paraîtrait, parce que je n'étais pas là, il paraîtrait que Houphouët a demandé de mettre la plaque ivoirienne. Et cette plaque se trouve là, maintenant là. Pendant que, par rapport au dit, on dit que la frontière c'est jusqu'à à côté de Bapleu, une rivière appelée Labaya. Maintenant, de cet endroit jusqu'à l'autre côté, ça fait près de 7 km. Est-ce que vous voyez? Donc, depuis il y a eu un décret récemment de l'État guinéen, du président de la République, demandant à ce que le gouvernement fasse de cette histoire de la forêt une priorité. Est-ce que vous avez été saisi et qu'est-ce qui a été fait? J'ai toujours compris des choses comme ça. C'est pas maintenant là. Il faut le comprendre. Mais le décret, il est récent. Est-ce que vous avez été mis au courant de cela? Il faut comprendre quelque chose. Le préfet actuel de Lola, le travail qu'il avait entamé, si les prédécesseurs avaient fait les mêmes choses, je pense que cette forêt devait être protégée. Il y a eu un décret dans ce sens, je le confirme récemment. On attend de voir si le décret du président a été mis en application par rapport aux dispositions à prendre afin de se pencher sur le problème de la forêt de Déré. Avant de conclure avec vous, on va rapidement parler d'éducation à Boulaïba. Demain, lundi, c'est le début des examens nationaux avec l'entame du certificat d'études primaires, avec cet emploi du temps réaménagé par le nouveau ministre de l'Éducation, Maurice Sangaré. Et désormais, tous les examens se feront en 10 jours, du 20 au 30 juin. Comment est-ce que vous voyez cela? Bon, ça va être un peu compliqué, surtout pour les élèves guinéens, parce qu'il faut le rappeler que cette année, les élèves guinéens n'ont pas du tout connu un cycle normal tranquille. Ça a été très agité, surtout en début d'année scolaire. Vous avez vu la grève du syndicat, et puis après, qui a vraiment duré jusqu'au mois de mars. Et puis après, on avait pensé à un certain moment donné qu'on va prolonger avec les cours intenses, donc prolonger les cours. Bon, après, je pense que les élèves guinéens n'auront pas la chance, comme par exemple ceux de la sous-région, de bénéficier vraiment d'une formation digne de nom. Et moi, j'aime souvent dire qu'un État, vous allez beau avoir des ressources, des matières premières, vous allez beau avoir la bauxite, le pétrole et tout ce qui s'ensuit. Mais si vous n'avez pas une génération bien formée, ça veut dire que demain, cette génération-là, vu sa mauvaise formation, elle est capable de tout dilapider. Mais ma question, c'est par rapport au rétrécissement de ce programme-là. Parce que pour un départ, Kao Carré, quand il était là, c'était du 18 juin au 13 juillet. 25 jours durant lesquels les élèves devaient faire ces examens-là. Mais le nouveau ministre, il vient, il met son empreinte. C'est du 20 au 30 juin. Il y a des risques ou pas? Il n'y a aucun repos, il faut le rappeler. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, d'abord, vous regardez l'année scolaire. Oui.
on sait que les élèves n'ont pas eu vraiment, ont connu une année scolaire agitée. Ce n'était pas plein. Alors, il y a eu des cours intenses pour vraiment bâcler le programme. Et après, demain, aujourd'hui encore, on vous dit non. Maintenant, vous n'aurez même pas le temps de souffler. Et puis après, on va faire ça de manière intense. Donc, ça veut dire que si demain, il y a vraiment des résultats catastrophiques, cela peut se comprendre. Mamadou Diallo, est-ce qu'il y a lieu de craindre par rapport à des défaillances ou à des dysfonctionnements par rapport aux examens? Parce que le CEP, c'est du 20 au 22, le BEPC du 23 au 26 et le bac du 27 au 30. C'est-à-dire pratiquement chaque examen, ça fait 3 jours et il n'y a aucun intervalle, aucun jour de repos. Moi, la question que je me pose, est-ce que, parce que l'année scolaire a été plus ou moins agitée, perturbée, qu'il faut fixer un tel délai aussi incompressible, aussi court, aussi incompressible? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce que ce serait un scandale? Est-ce que ce serait l'année blanche ou la fin du monde si on rentre dans le mois de juillet, en écartant un tout petit peu permettre aux gens de souffler, les temps des examens? Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi le monsieur il est pressé. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une innovation. S'il a mis en place un mécanisme, un système qui puisse nous permettre d'avoir un examen aussi dynamique et serré, qu'il n'y ait pas de faille, on va le voir à l'œuvre. Mais ça sent de la catastrophe, peut-être. On va l'appeler la touche personnelle à Maurice Sangaré. Examen spécial Maurice Sangaré en 10 jours. On va le voir, ce sera à compter du 20 juin, ce sera demain lundi jusqu'au 30 juin. On verra si M. Maurice Sangaré sera à mesure d'y parvenir sans aucune faille. Merci à vous, M. Tamba Wendono, d'être venu sur ce plateau. Merci, M. Antoine. Merci à vous, M. Joseph CCTA. Merci, comment Antoine. Bonne chance à vous pour la suite des événements. Merci aux autres journalistes qui étaient sur ce plateau pour analyser bien sûr avec nous les différents sujets abordés. Merci à tous les techniciens et bonne fête de Ramadan à tous. Au revoir.